10h30 et Marc Meynaud, donc pour la société Ingéro, fera une présentation à 10h30 ensuite. Donc ne partez pas à la fin de la mienne, justement, il va y en avoir une juste après. Alors par contre, il me manque encore la mienne. Je ne sais pas si Héloïse a mis en ligne l'autre présentation. Je ne sais pas si Héloïse, tu es là. Parce que là, pour l'instant, je ne vois que la slide d'intro. Sinon, je vais la partager moi-même. Hein, mais... Ok, très bien. Bon, bah alors quelques minutes d'attente, le temps qu'on puisse mettre en route ma présentation. Oui, elle est un peu plus lourde que celle d'intro. Et on arrive dans quelques minutes. À tout de suite. Alors, il y a bien la présentation. Par contre, les slides ont l'air d'avoir planté lors de la mise en PDF. Je vais peut-être mettre la mienne directement. Ce sera peut-être mieux. Si c'est possible, parce que là, ils ont l'air de... Ils sont tout noirs. Non, mais par exemple, là, si vous allez sur cette slide-là, voilà, là, il y a, par exemple, on voit que ça plante, hein, a priori. Enfin, moi, je le vois tout noir, hein, quasiment le slide. Donc, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais normalement, il est censé être tout blanc. Vous voyez tout. Ah, il apparaît noir. Ok, bon, je vais essayer de mettre la mienne. Petit problème technique.
Du coup, ça recharge. Voilà. Je vais mettre celle-là, c'est la même, mais voilà, normalement, il n'y a plus ces problèmes de couleur. Voilà, non, c'est bon. Ok, on est parti. Donc, je vais faire une présentation bon, qui était prévue de durer 20 minutes. Je vais essayer d'accélérer un peu. L'idée, c'est que on garde quelques minutes à la fin pour que vous puissiez poser des questions. Parce que je vais vous présenter une technologie donc, développée par Segula, mais qui n'est pas très courante. Donc, du coup, il y a souvent des questions et c'est pas mal de pouvoir répondre assez ouvertement aux questions à la fin de la présentation. Donc, quelques mots sur Segula. Du coup, c'est un groupe d'ingénierie qui, donc, du coup, fait partie des lauréats du prix Syntec de l'ingénierie cette année. Nous, du coup, avec Segula, on a gagné le prix Industrie et Conseil avec la technologie Remora que je vais présenter. Mais Segula, du coup, c'est un groupe de 13 000 personnes réparties dans une trentaine de pays. Très présent dans l'automobile, mais en gros, la moitié du groupe, c'est l'automobile, mais on est présent dans de nombreux autres secteurs, l'aéronautique, le ferroviaire, la pharmacie, l'oil and gas, et l'énergie et la navale, qui sont les deux secteurs dont je vais parler aujourd'hui, puisque je vais parler de tout ce qui touche aux problématiques énergie renouvelable en mer, notamment. La particularité de Segula, c'est qu'elle a 200 projets de recherche et innovation chaque année. C'est quand même une forte particularité, c'est-à-dire qu'on développe des projets par Segula. Enfin, Segula développe des projets pour Segula et non pas forcément en premier lieu pour des clients, ce qui est plutôt d'habitude le cas usuel des sociétés d'ingénierie qui travaillent en premier lieu pour des clients. Là, il se trouve que Segula est aussi force de proposition sur un certain nombre de projets. La recherche et innovation, donc pour expliquer un peu dans le cycle de développement d'un projet ou d'un produit, c'est vraiment ce qu'il y a en amont, c'est ce qui est la phase la plus amont de développement industriel. Donc ça part d'une idée en général, une idée qui est transformée en projet de recherche sur lequel il y a des chercheurs qui travaillent, on fait des expérimentations. Les expérimentations souvent permettent de passer aux preuves de concept, donc souvent c'est ce qu'on va appeler des prototypes. Ces preuves de concept donc, permettent d'aller vers les premières industrialisations et donc les premiers développements en série. En fait, c'est ce moment-là où s'arrête la recherche et innovation. Et il se trouve que moi, je suis responsable de recherche et innovation pour Segula et donc je travaille sur ce tronçon-là du développement des projets. Je vais peut-être allumer ma caméra, ce sera plus convivial pour vous. Voilà. La particularité de la recherche et innovation donc, chez Segula, c'est qu'on a un certain nombre d'axes sur lesquels on travaille. Le premier, c'est donc l'industrie 4.0, donc c'est toutes les nouvelles méthodes de conception et de fabrication, donc l'impression 3D, le scan, ce genre de choses. Étant présent dans l'automobile, on travaille beaucoup sur la mobilité connectée et autonome, évidemment. Les outils et méthodes avancées, donc ça, c'est plutôt les méthodes liées justement à la conception, les nouvelles méthodes de conception, les nouveaux outils de conception, les nouveaux matériaux, notamment il y a de grosses problématiques d'allègement dans beaucoup d'industries aujourd'hui. L'ingénierie des données, bon, c'est un sujet que tout le monde connaît aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de smart data, de big data. Et moi, je travaille donc dans le secteur qui touche plutôt à l'environnement et la transition énergétique. Et donc, moi, je suis responsable de la recherche et innovation sur tout ce qui est énergie nouvelle et stockage d'énergie. Alors, ça passe pas. Donc, je vais vous parler du projet Remora. Donc, c'est un projet de stockage d'énergie. C'est un projet de stockage d'énergie en mer. Mais avant de rentrer dans le projet, je vais peut-être dire deux mots sur la problématique du stockage d'énergie pour que tout le monde ait en tête un peu les enjeux. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, l'électricité, enfin, le mix électrique dans le monde et en particulier en France se dirige vers une augmentation de la part d'énergie renouvelable. Et le problème du renouvelable, qu'on voit par exemple de la production solaire ou éolienne, vu que c'est quand même l'essentiel du renouvelable aujourd'hui qu'on déploie, c'est qu'il y a des productions qui sont variables au cours de la journée. Donc le solaire, on le voit très bien, enfin, c'est très schématique, mais l'idée c'est que voilà, on produit en pleine journée et on ne produit pas du tout en pleine nuit. L'éolien, c'est très variable pendant la journée. Et donc, si on cumule l'ensemble des productions renouvelables, donc on a une production totale qu'il faut mettre en regard d'un besoin électrique. Et ce besoin électrique, il est rarement égal à la production renouvelable d'une journée. C'est-à-dire qu'on a rarement besoin d'électricité quand il y a du vent, quand il y a du soleil. C'est en général plus compliqué que ça. Et donc, toute la journée, il y a des périodes, soit on est en surproduction électrique, soit en sous-production électrique. Et donc, pour autant, faire tenir un réseau électrique, ça demande de maintenir en permanence l'équilibre parfait entre production et consommation.
Donc pour ça, on voit tout de suite l'intérêt d'avoir une technologie de stockage d'énergie qui va pouvoir stocker en période de surproduction et stocker et déstocker en période de sous-production pour en permanence maintenir l'équilibre production-consommation. Je trouve que le stockage d'énergie dans le monde aujourd'hui, il est fait essentiellement par des technologies STEP. Donc, c'est 95% du stockage dans le monde aujourd'hui qui est fait par la technologie STEP. Donc, c'est des stations de transfert d'énergie par pompage. Donc, on le voit sur l'image, en fait, c'est des barrages avec deux bassins, un bassin haut, un bassin bas. Quand on a trop d'électricité, on remonte de l'eau du bassin bas vers le bassin haut. Et quand on a besoin d'électricité, on la turbine depuis le bassin haut vers le bassin bas. C'est fait comme ça partout dans le monde pour équilibrer les réseaux électriques. En France, on a de nombreux steps. Pour autant, on a un gros problème sur cette technologie. Bon, déjà, c'est l'impact environnemental parce que ça demande de noyer des zones très importantes. Donc, ça crée une acceptabilité sociétale difficile, surtout qu'en plus, aujourd'hui, les nouveaux sites qu'on pourrait déployer pour augmenter la part du renouvelable, c'est des sites sur lesquels soit il y a des écosystèmes quand même qu'on veut protéger, ou soit il y a des villages. Donc, voilà, c'est très compliqué aujourd'hui de développer ce genre de nouvelles technologies. Et en plus, il faut des sols très particuliers pour pouvoir et des reliefs très particuliers pour développer cette technologie, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de nouveaux projets de stockage d'énergie par pompage. Et pour autant, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on faisait l'essentiel du stockage d'énergie pour équilibrer le réseau électrique dans le monde. Et donc, nous, on a décidé de s'intéresser à un nouveau média de stockage qui est l'air comprimé. Donc, c'est une technologie assez ancienne, hein, l'air comprimé. Ça remonte donc aux années 1800, les premiers brevets sur l'utilisation de l'air comprimé. Alors, c'était utilisé dans les mines comme force motrice, ouais, pour tout ce qui était perçage, parce que ça permettait de ne pas avoir de flammes, en fait, pour le fonctionnement des machines. Puisque dans les mines, c'était un problème. Et puis, on a eu les premiers moyens de transport à l'air comprimé. Alors, à Nantes, notamment, c'est là où je suis, on a eu les premiers tramways qui fonctionnaient à l'air comprimé pendant quelques décennies avant qu'on passe au fonctionnement électrique. C'est une technologie qui a une grosse difficulté liée à son fonctionnement, c'est qu'on a un fort échauffement lié à la compression. Bon, vous êtes ingénieur, donc je pense que vous connaissez le premier principe de la thermodynamique, mais quand on compresse de l'air, il s'échauffe. On n'a pas le choix. Voilà, il y a un échauffement thermique qui a lieu. Et quand on le détend, il y a un refroidissement. Et donc, il faut gérer cette compression et ce refroidissement. Et donc, ça crée des grosses problématiques sur tout ce qui est conception mécanique. C'est-à-dire qu'il faut un compresseur qui puisse fonctionner à très haute température à la compression et à très, très basse température à la détente. On parle de plusieurs centaines de degrés à la compression dès qu'on commence à monter un peu en pression. Et descendre à moins 100, moins 150 degrés à la détente. Donc, une conception mécanique qui tient les deux, aujourd'hui, on ne sait pas trop faire. On a des problématiques à la durée de stockage, parce que si on a de l'air chaud qu'on stocke, plus on attend, plus on perd de l'énergie. Et puis, au global, on a une problématique de rendement, parce qu'en gros, on perd beaucoup d'énergie au global sur l'ensemble du procédé. Donc, c'est une technologie qui avait été un peu mise de côté. Alors, notamment parce qu'à la refroidissement, c'est compliqué en fait de gérer le refroidissement, de faire un compresseur qui fonctionne avec des températures où tout gèle. C'est compliqué. Il y a eu quelques expérimentations industrielles qui avaient été faites en Allemagne et aux États-Unis. Alors, je ne vais pas vous faire le détail du fonctionnement de la technologie, mais en gros, on a une partie compression et une partie détente avec une cavité qui stocke l'air comprimé. Et donc, le compresseur fonctionne et stocke de l'air chaud. Et à la détente, donc l'air s'est refroidi, on a perdu de l'énergie parce que le sol n'est pas forcément très bon pour isoler. Et à la détente, l'idée, c'était d'injecter du gaz naturel pour réchauffer l'air, pour pouvoir le détendre dans une turbine et reproduire de l'électricité. Donc ça, ce sont les installations industrielles qui ont existé par le passé et puis qui ont été abandonnées d'une part à cause du problématique de rendement et d'autre part parce que on utilise de l'énergie fossile. Et l'idée quand même quand on développe le stockage d'énergie, c'est de justement se passer des énergies fossiles. Donc ça avait été mis de côté, mais c'est de là nous qu'on est parti pour développer une solution de stockage d'énergie. Et donc le principe de notre solution de stockage d'énergie, l'objectif de la solution qu'on voulait développer, c'était de se poser en alternative donc aux STEP, donc aux stations de transfert d'énergie par pompage, donc faire du stockage massif d'énergie. L'idée, c'était pas de faire du stockage adapté à la mobilité, au smartphone, ce genre de choses. C'était vraiment de faire du stockage d'énergie pour le réseau électrique, avec une forte acceptabilité sociétale, parce qu'on savait que c'était un gros obstacle au développement des technologies STEP. Sans recourir évidemment aux énergies fossiles comme le faisait auparavant l'air comprimé, avec un bon rendement global, donc un meilleur rendement que les technologies air comprimé,
Et on voulait l'utiliser en mer, je vais revenir dessus pourquoi, mais en gros, il se trouve que moi, j'étais dans une branche énergie marine, et donc naturellement, on s'est posé la question de comment utiliser la mer à notre avantage. Et vu qu'on allait en mer, l'idée, c'était d'avoir un fonctionnement très simple, c'est-à-dire d'avoir une technologie très simple dans son fonctionnement, parce que plus c'est compliqué, plus en mer, ça veut dire problématique de maintenance, des coûts qui explosent, ce genre de choses. Le principe de l'innovation Remora qu'on a développé, donc le principe général, c'est donc d'avoir une technologie de stockage, donc là qui est sur la droite, qui est raccordée à un réseau électrique, donc la partie sur la gauche, avec des points de consommation et des points de production, qui va maintenir l'équilibre entre production et consommation. Et donc pour ça, la technologie est divisée en deux parties. Une plateforme flottante. La plateforme flottante, en fait, elle va prendre de l'électricité et elle va la convertir en air comprimé. Et l'autre partie, ce sont des réservoirs sous-marins qui sont là uniquement pour stocker l'air comprimé. Donc, c'est uniquement des réservoirs d'air comprimé, avec la particularité, en fait, on vous le voyait pas sur le schéma, mais ils sont ouverts à l'eau de mer. C'est-à-dire que c'est des réservoirs, un peu comme les cloches de plongée, pour ceux qui connaissent. Les cloches à plongée, ce sont des réservoirs qui sont pleins d'eau initialement, et à mesure qu'on met de l'air, l'eau se vide et c'est l'air qui prend la place. Et bien là, c'est le même principe. Ça permet de faire des réservoirs assez simples parce qu'on n'a pas de surpression. En fait, c'est simplement la pression hydrostatique extérieure qui maintient l'air au fond de l'eau. Et donc, on stocke simplement à la pression qui règne au fond de l'eau. Et donc, on fait des réservoirs qui fonctionnent à pression constante, ce qui règle beaucoup de problématiques industrielles là aussi. Le principe même de l'invention, le principe de départ duquel tout est parti au niveau des travaux, c'est de faire un système de conversion réversible d'électricité vers air comprimé avec un haut rendement. Et donc, on utilise pour ça une technologie, ce qu'on appelle une compression par piston liquide. Donc, en fait, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais l'idée est très simple, c'est qu'on utilise l'électricité pour faire tourner des pompes, donc pour pomper de l'eau. Et cette eau va être envoyée dans des chambres de compression. Donc, c'est cette enceinte là qu'on voit de manière très symbolique, carrée là, qui est mise, qui est pleine d'air initialement. Et puis, à mesure qu'on met de l'eau dedans, vu que l'enceinte est fermée, et ben, le niveau d'eau monte et l'air est comprimé. C'est ça le compresseur. Et donc, en fait, une fois qu'on atteint la pression désirée, celle qui règne justement au fond des réservoirs, et ben, on envoie l'air dans les réservoirs sous-marins. Et donc, tout ce système-là fonctionne de manière réversible. C'est-à-dire que ensuite, quand on veut récupérer l'air comprimé, alors j'avais une vidéo, mais ça passe pas sur les webinaires, mais donc si on veut récupérer l'air comprimé, et ben, on ouvre les valves qui sont au niveau de la plateforme, on fait re-rentrer l'air comprimé dans une chambre qui est initialement pleine d'eau. Puis à mesure que l'air comprimé va rentrer et va se détendre, eh bien, il va pousser l'eau hors de la chambre de compression, qui est du coup une chambre de détente, et il va pousser l'eau vers la pompe qui va fonctionner en mode turbine et reproduire l'électricité qui va être envoyée sur le réseau. Ouais, donc comme je disais, si ça vous intéresse, il y a des vidéos YouTube qui expliquent un peu plus le fonctionnement, parce qu'effectivement là c'est un peu court pour détailler. Mais en gros, c'est vraiment ça le principe de départ. C'est là-dessus qu'a porté le brevet en fait initialement qui a été déposé en 2015. Donc les travaux ont démarré en 2013. En 2015, on a eu un brevet qui a été déposé international. Et depuis, il y a eu 5 thèses de doctorat sur comment fonctionne ce principe-là, parce qu'il est très simple dans le fonctionnement, mais la science pour modéliser la manière dont ça se passe, elle, est très complexe. Et donc, on a fait plusieurs doctorats et puis une quarantaine de projets de recherche au global sur la technologie. Donc, comme je disais, l'idée vraiment, c'était d'augmenter le rendement du système, parce qu'initialement, on avait des systèmes qui avaient 40% de rendement pour l'air comprimé, ce qui était assez moyen, et qui en plus utilisaient des énergies fossiles. Nous, l'idée, c'était vraiment de régler les deux problèmes. Et donc, pour ça, on fait des compressions et des détentes d'air isothermes. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire beaucoup d'échanges thermiques pendant la compression et pendant la détente avec l'eau qu'il y a dans le système, justement, puisque vous avez vu, c'est un volume d'eau qui va comprimer de l'air. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment que pendant la compression, on ne laisse pas l'air s'échauffer parce qu'il transfère toute sa chaleur à l'eau. Et donc, à mesure que l'air se comprime, la chaleur est transférée à l'eau. Et donc, ensuite, on a un volume d'air compressé qui est à pression, à température ambiante. Parce que là, si vous regardez, par exemple, une compression adiabatique, donc ça, c'est les compressions historiques telles qu'on les faisait. Si on passe de 0 à 10 bars sur le diagramme, eh ben, on monte de pas loin de 300 degrés habituellement quand on comprime de l'air. Nous, l'idée avec le système Remora, c'était, comme je disais, de faire beaucoup d'échanges thermiques à la compression et donc d'augmenter la température de l'air de que seulement quelques degrés.
et de faire la même chose à la détente, c'est-à-dire que là, non plus refroidir l'air comme à la compression, mais au contraire le réchauffer pour empêcher que la température chute trop. Parce que là, si vous regardez le schéma encore, faire une détente adiabatique, ça fait descendre la température de plus d'une centaine de degrés habituellement, en passant de 10 à 1 bar, de 10 à 0 bar, pardon, de pression. Donc l'idée là vraiment, c'est aussi pendant la compression, pendant la détente, pardon, d'utiliser l'eau pour réchauffer l'air et donc empêcher qu'il se refroidisse trop. Ça permet d'augmenter énormément l'efficacité pendant la compression, pendant la détente. Aujourd'hui, on a à peu près 98% de rendement sur la partie compression-détente dans le piston liquide. Donc, dans le petit cylindre qu'il y avait sur le schéma, là, on a 98% d'efficacité aujourd'hui. Et au global, sur l'ensemble de la chaîne de conversion, c'est-à-dire depuis l'électricité vers l'air comprimé et de l'air comprimé vers l'électricité, on a 70% d'efficacité au total. C'est-à-dire que si on prend 1 MWh sur le réseau avec la technologie, et ben à la fin du procédé, on en restituera 0,7. Donc, on a quand même un gros gain d'efficacité. En fait, on se rapproche des technologies STEP en termes d'efficacité totale de la technologie. Et donc, en utilisant l'eau, en utilisant des gros volumes d'eau pour refroidir ou réchauffer le système suivant la partie compression et détente, et ben, on s'est aussi passé d'énergie fossile. L'idée, un petit mot là-dessus parce que ça en parle beaucoup. L'idée, c'était vraiment d'utiliser des composants simples. Donc, vous avez vu des moteurs électriques, des vannes, des pompes, des réservoirs qui sont dans des matériaux de génie civil vraiment très standards. L'idée, c'était vraiment de faire quelque chose très, très simple à mettre en œuvre avec des composants et des savoir-faire qui sont déjà disponibles. Parce qu'on était attaché à vraiment maintenir une filière industrielle sur tout ce qui était production d'énergie en France. Et en particulier, on voyait bien que la France avait raté en partie le coche du renouvelable éolien notamment et solaire. Et donc, on voulait vraiment réfléchir à une technologie qu'on peut déployer avec des moyens français ou européens, parce qu'il se trouve que voilà, nos voisins européens ont aussi ce genre de moyens à disposition et des filières existantes. Et l'intérêt aussi de renforcer la résilience du réseau électrique, c'est parce qu'on développe une technologie de stockage qui est en mer, en fait, ça décentralise beaucoup une problématique de stockage qui était très concentrée dans les steppes, donc dans les montagnes. En fait, il y a quelques zones montagneuses où on mettait toutes les steppes et elles stockaient l'énergie pour l'ensemble du réseau français. Donc en Bretagne, si on a besoin de stockage, il fallait faire appel à des steppes qui étaient dans les Alpes. L'idée là, c'est qu'on a énormément de littoraux en France et donc ça décentralise beaucoup la problématique du stockage d'énergie. La particularité aussi, c'est qu'on voulait préserver l'environnement marin. Donc, en fait, tout le procédé n'utilise que de l'eau et de l'air pour fonctionner. On pompe de l'eau, alors on ne la pompe même pas directement à la mer, mais même si on la pompait dans la mer, en fait, on n'a pas de transformation d'altération chimique de l'eau ou de l'air. En fait, c'est simplement. Alors, il y a des très légers échauffements à la compression et des très légers refroidissements à la détente, mais on parle de moins d'un dixième de degré pour l'eau, hein. La capacité calorifique de l'eau est tellement énorme qu'en fait, il n'y a quasiment pas de variation de température de l'eau, et puis elle a lieu dans les deux sens pendant le cycle. Donc, de toute façon, il n'y a pas trop d'altération là-dessus. Les réservoirs, c'est des systèmes entièrement passifs. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire des systèmes inertes pour pouvoir bénéficier des effets de récifs artificiels, en fait, parce qu'on met des structures inertes au fond de l'eau. C'est exactement le principe des récifs artificiels. Et donc, l'idée, c'était vraiment de favoriser le développement de la vie plutôt que s'y opposer. Et puis, par nature même, en fait, lié à la nature des matériaux qu'on utilise dans la technologie, on est recyclable aujourd'hui déjà à plus de 95%. Et c'est quelque chose sur lequel on commence à travailler pour vraiment améliorer encore cette donnée. Aujourd'hui, pour finir, sur la feuille de route, aujourd'hui, donc, on a fait un prototype à terre de la technologie. La technologie de conversion, donc l'invention que je vous ai montrée qui prend l'électricité, qui le transforme en air comprimé avec toutes les étapes. Là, tout ça, on a testé ça à terre. C'est un projet qui a été financé par l'ADEME. Il a été mis en route en fin d'année dernière. On devait l'inaugurer cette année et puis pour les raisons que vous savez, on n'a pas pu faire de grands événements autour de ça. Mais aujourd'hui, il tourne depuis bientôt presque un an. Et on est en train de travailler sur l'étape suivante qui est de faire un démonstrateur en mer. Donc, on a gagné récemment un appel à projet pour mettre un démonstrateur en mer au large du Croisic à Nantes, donc pas loin de Nantes, plutôt au large de la Baule, et de faire un démonstrateur de 100 kW, donc de monter d'une échelle en termes de
puissance et en termes de maturité de la technologie, hein, tester vraiment l'ensemble de la technologie à une échelle intermédiaire, mais tout mettre en mer. Et donc, c'est l'étape qui manquerait pour passer à la version pré-industrielle, c'est-à-dire la version de plusieurs mégawatts qui serait le premier de série en fait, de la technologie. Je finis juste par parler un peu d'une équipe parce qu'il se trouve que Remora fait partie des projets sur lesquels il y a plutôt une croissance de développement des projets, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de réduction des budgets un peu partout. Donc, c'est vrai que c'est plutôt un peu l'inverse sur le projet Remora, où il y a quand même forte croissance du nombre de gens qui travaillent dessus. Alors, cette année, et j'en profite là-dessus, vu qu'on discute avec des gens qui sont en études, mais voilà, on propose des stages en général. Alors, je devais avoir les sujets, finalement, ils sont publiés cette semaine, mais sur le site de Ségula. Mais en gros, propose des stages dans très nombreux domaines techniques différents. Cette année, ils seront plutôt en région nantaise ou en région parisienne. Mais voilà, et donc ils seront publiés cette semaine. Alors, on ne les laisse pas en public très longtemps parce qu'il y a beaucoup de candidatures en général. Donc, le temps qu'on traite tout le monde, en général, on coupe assez rapidement les candidatures au bout d'une semaine ou deux parce qu'on a beaucoup de candidats en général. Voilà, je vous remercie. Donc j'ai essayé de faire en 20 minutes à peu près ma présentation. Si vous voulez d'autres informations sur le projet, n'hésitez pas à aller sur le site. Sur le site, il y a aussi l'espace recrutement. Si vous cherchez des stages, comme je disais, ça va être publié rapidement. Et puis sinon, je vous disais, si vous voulez des illustrations pour comprendre un peu mieux le procédé ou voilà, avoir des vidéos qui montrent un peu mieux, il y en a plusieurs sur le site de Ségula. Sur la chaîne YouTube, pardon, de Ségula. Alors, je ne sais pas si vous... Moi, j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la technologie, sur le projet, ce que vous voulez. N'hésitez pas, parce que j'ai été assez rapidement. Alors, attendez, il y a eu des questions. Oula, oui, pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait eu des questions en dessous. Alors, est-ce que la capacité calorifique de l'eau permet d'avoir une compression quasi isotherme? Oui, justement, c'est parce que... Alors, en fait, c'est pour plusieurs raisons, mais en gros... La capacité calorifique de l'eau fait qu'on n'a quasiment pas d'échauffement de l'eau en elle-même, parce que même si l'air monte de plusieurs centaines de degrés, l'eau va monter de moins d'un dixième de degré. Par contre, en fait, c'est le système de compression en lui-même qui favorise énormément l'échange thermique. Le fait de faire avoir un piston liquide, ça permet d'avoir des géométries qui ne sont pas celles des pistons à bielle manivelle standard, et donc d'augmenter énormément la surface d'échange, et donc de pouvoir faire des compressions quasi isothermes aujourd'hui. Comme je disais, je vous le montrais un peu sur le schéma, c'était des vraies données que je vous montrais. On monte de quelques degrés pour une compression de 0 à 10 bars au lieu de monter de 300 degrés. Est-il envisageable d'utiliser cette technologie en fleuve et en rivière? Alors, la technologie... et la thermodynamique est-elle uniquement adaptée à l'eau? Alors, la thermodynamique, elle n'est pas adaptée à l'eau salée des mers et des océans. Par contre, on a besoin de pression pour stocker l'air dans des réservoirs sous-marins. C'est-à-dire que sinon, il faudrait revoir le système de réservoirs sous-marins, ce qui est possible sur la technologie, mais on a besoin quand même de grosses quantités d'eau pour pouvoir faire cet échange thermique sans justement augmenter, sans augmenter la température globale. Et on a besoin de pression pour stocker l'énergie au fond de l'eau. Donc, si on mettait ça en mer ou près d'une mer ou près d'une rivière ou d'un fleuve, pardon, on aurait besoin d'utiliser d'autres technologies de réservoirs, des réservoirs un peu plus classiques qui n'ont pas cette facilité d'avoir une pression constante. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de remplissage, tout le système fonctionne à la même pression, ce qui est beaucoup plus simple. Alors, n'y a-t-il pas de risque d'ingestion d'organismes marins qui pourraient boucher les circuits lorsque les réservoirs se remplissent d'eau? Alors, pour info, donc les réservoirs, ce sont comme je disais, des grosses cloches. La géométrie fait qu'en fait, c'est plusieurs mètres dont on parle pour les ouvertures des réservoirs, donc il n'y a pas de risque de se boucher. On avait fait des études pour tout ce qui était sédimentation, en essayant de regarder si on mettait un réservoir dans des zones très sédimentaires, mais en fait, le fait que ce soit inerte et la géométrie fait qu'a priori, il n'y a pas non plus d'accumulation de sédiments qui pourraient boucher l'ensemble. Par contre, il y a des risques qu'il y ait du développement de la vie à l'intérieur des réservoirs, ce qui n'est pas spécialement un problème, parce que voilà, c'est simplement des réservoirs pleins d'air ou d'eau, où il y aurait un marnage pendant la journée, où ça monterait ou ça descendrait suivant le niveau de remplissage, mais c'est tout. La montée et réchauffement des eaux du réchauffement a-t-elle pris en compte lors de l'élaboration de Remora? Alors, il se trouve que nous, on va se mettre, effectivement, j'en ai pas parlé, nous, on va se mettre à des pressions qui sont entre 70, des profondeurs qui sont entre 70 et 200 mètres de profondeur.
Donc, on est entre 7 et 20 bars de pression dans les réservoirs. Et donc, la montée de la mer, toute dramatique qu'elle soit, ne joue pas trop sur la partie niveau de la mer. C'est-à-dire que si on monte même d'1 mètre, ça ne changera pas fondamentalement le principe de la technologie. Mais comment dire, par contre, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de la consommation électrique qui a lieu sur quelques zones littorales où finalement tous les gens s'accumulent et forcément la montée, le réchauffement la montée des eaux et le réchauffement climatique vont faire qu'il risque d'y avoir petit à petit un déplacement des points de consommation, enfin des zones de consommation qui sont en bord de mer et qui donc forcément vont reculer à l'intérieur des terres petit à petit, mais ça ne touche pas en soi la technologie. Par contre, c'est vrai que pour l'organisation du réseau électrique, ça risque d'avoir un impact. Est-ce qu'on stocke que le surplus d'électricité ou est-ce qu'on prend toujours une même part d'électricité à stocker? Alors, en fait, ça dépend, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le stockage d'énergie, ça veut dire plein de choses différentes. Il y a des gens, effectivement, qui font du soutirage sur le réseau, simplement à des heures prédéfinies, planifiées à l'avance, qui sont même négociées plusieurs mois à l'avance. Qui est surplus ou pas, en fait, voilà, c'est des contrats qui font ça. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres services que peut rendre le stockage au réseau. Donc, typiquement, il y a ajuster en permanence la production et la consommation. Il y a maintenir la tension sur le réseau, faire de l'équilibrage, l'équilibrage de fréquences. Il y a plein de services que peut rendre le stockage aujourd'hui au réseau électrique, mais aujourd'hui, c'est pas encore comment dire, implanté. Donc, on envisage plein de choses comme service rendu, et puis ensuite, on verra en termes de marché et d'utilisation qu'est-ce qui a le plus d'intérêt pour le réseau électrique, en fait. Et bien, voilà, j'ai fini les questions. Je vous remercie. Et comme je disais, n'hésitez pas à avoir plus d'infos sur le site. Je vous remercie. Bonne journée. On n'a pas de retour son, on va voir si on a un retour écrit. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon. D'accord, très bien, merci beaucoup. Nous, pour le moment, on n'entend personne. Alors, on n'a pas de retour son, donc c'est normal. Donc, OK. J'avais un PowerPoint que je viens de télécharger. J'essaye de le retrouver. Slide. Il y a même un PowerPoint, je ne sais pas si le PowerPoint passe. C'est lequel? C'est le deuxième Open. Tu fais celui-là. Voilà. Ah. Bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue chez Ingérop. C'est très bizarre pour moi parce que je n'ai aucun retour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques petites réponses oui qui s'affichaient. Eh bien, tant mieux. Donc, je suis Marc Meynaud. Je suis directeur du département énergie d'Ingérop à Clermont-Ferrand, enfin pour la région Alpes-Centre-Est. Et merci Jean-Christophe de votre réponse. Et donc, j'étais le directeur du projet Infarm, lors de la conception par Ingérop de la plus grande ferme verticale
Je vous laisse la parole pour vous présenter. Ouais, Céline Le Calvez, je suis chargée d'affaires en efficacité énergétique dans le service fluide, le service génie énergétique et climatique. Et j'ai travaillé sur le projet Une Farm sous la responsabilité de Monsieur Rémi Marchand. Voilà, et donc Rémi Marchand, j'ai agi sur le projet pendant 2 ans au sein de l'équipe de chefferie de projet, donc en charge notamment de la partie ventilation process et utilité industrielle. Donc, ce sont tous les fluides, si vous voulez, toute la thermodynamique. Tout était sous ma responsabilité sur cette partie, ce qui a représenté une équipe de travail, une bonne dizaine de personnes rien que sur ces sujets. Pour l'instant, non. Ah, si, il y a un petit peu de temps de... voilà. Donc, le contexte du projet. Donc, aujourd'hui, notre client qui s'appelle Insect, d'ailleurs, qui a défrayé un peu la chronique dernièrement parce qu'ils ont réussi à... de 350 millions de dollars il y a quelques mois. D'accord, je vois que la connexion est chaotique, on va parler plus lentement, très bien. Donc, Insect a réussi à lever une levée de fonds importante. Ah, ouais, je vais essayer de couper la caméra, effectivement. Dites-moi si vous nous entendez mieux là avec la caméra en moins, avant qu'on puisse continuer. Ouais, bon, très bien. Désolé de cet inconvénient. Donc, Insect a réussi à obtenir une levée de fonds dernièrement. Vous avez peut-être entendu ça à la radio ou à la télévision, puisqu'il y a eu un reportage sur eux lors du journal de TF1 de dimanche soir. Donc, 350 millions d'euros de levée de fonds et puis une volonté de devenir le premier industriel dans la production de protéines issues des vers de farine qu'on appelle le scarabée molitor, Tenebrio molitor. Donc, le contexte aujourd'hui, sur le slide, vous le voyez, il y a 52% d'augmentation de demande de protéines animales aujourd'hui qui se dessine pour les années à venir. Il y a 40% aujourd'hui de la nutrition des poissons. Et puis, on constate qu'il y a un poisson sur 4 issu de la pêche qui, en fait, est reconverti en farine animale, donc pour nourrir les poissons d'élevage. Donc, c'est un peu une aberration. C'est depuis ce constat-là qu'en fait, Insect a eu l'idée de construire cette usine de production de Tenebrio molitor pour en extraire les protéines, les transformer en plusieurs types de produits finis. Pour, dans un premier temps, l'alimentation animale et puis peut-être à terme l'alimentation, on va dire, de l'humanité. C'est une entreprise qui a démarré en 2001. Nous, on l'a rencontrée fin 2017, début 2018, et on les accompagnait depuis 2018 comme étant maître d'œuvre général de leur projet de construction d'une usine à Poulainville. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'Insect avait déjà, en 2017, réalisé un démonstrateur dans le Jura à Dole, donc un démonstrateur industriel qui produisait environ 200 tonnes de protéines, qui produit d'ailleurs actuellement 200 tonnes de protéines par an. Et le projet sur lequel nous avons travaillé, c'est pour la conception de la ferme la plus grande du monde à Poulainville, qui aura comme objectif environ 200 000 tonnes. 20 000.
Enfin, 20 000 tonnes de produits finis. 20 000 tonnes de produits finis et 100 000 tonnes, oui, en considérant tous les produits. Donc, la suite. Alors, nous avons été maître d'œuvre général du projet. C'est-à-dire que lorsque nous sommes arrivés, nous avons commencé par travailler sur l'organisation du projet qui avait déjà été initié par Insect. Donc, c'était une organisation un peu chaotique, on va dire, un peu floue, où on retrouvait un maître d'ouvrage au centre d'une pléiade d'acteurs avec des fonctionnements qui étaient plus ou moins bons, plus ou moins organisés. Et donc, une des premières missions que nous avons réalisées, ça a été justement de restructurer le projet en mode projet avec des tâches et des missions bien identifiées dans le cadre d'une démarche d'ingénierie qui était beaucoup plus stable et qui permettait de donner un cadre et du sens vraiment dans l'organisation du projet. Donc, ça a été notre première mission, dirons-nous. Et puis, nous avons déroulé le projet dans tous les métiers, que ce soit dans les VRD, le génie civil, la charpente métallique, l'électricité, la HVAC, l'accompagnement au niveau des interfaces avec le process du client, l'efficacité énergétique, enfin tous les métiers de l'ingénierie que l'on peut connaître, puisqu'Ingerop a mis en place, on va dire, a mobilisé l'ensemble de ces métiers pour pouvoir répondre à notre client, la question était de concevoir la plus grande usine verticale de production de protéines d'insectes au monde. Et effectivement, ça fait appel à tous les corps de métier. Donc, je vais peut-être passer la main à Céline pour la suite. Oui, donc bonjour à tous. Donc, il faut savoir qu'Insect fait partie d'une filière qui est très axée sur le développement durable et vraiment sur le monde de demain parce qu'ils limitent leur empreinte sur l'environnement en créant des fermes verticales, donc avec une emprise au sol qui est moins importante. Ils valorisent aussi les déjections des insectes via la fabrication d'un coproduit pour les fertilisants. Et ils s'implantent vraiment au plus proche de leur matière première qui, elle-même, est issue d'un coproduit des meuniers. Donc, avec cette approche et au vu de l'ampleur du projet, donc nous devions vraiment indiscutablement placer l'efficacité énergétique vraiment au cœur de notre étude. Et on a travaillé sur 3 axes majeurs. Donc, le premier, ça a été l'optimisation de nos consommations et du dimensionnement de nos équipements. L'intégration du process dans notre conception et en dernier, une conception de bâtiments performants. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Ça a pas marché. Donc, dans un premier temps, donc, comme je l'ai dit, on a travaillé sur l'optimisation de nos consommations. Donc, pour y arriver, en fait, nous avons créé un simulateur qui nous a vraiment permis de valider toute la régulation de nos systèmes. Donc, en fait, ce simulateur, c'est quoi? C'est une analyse heure par heure en fonction des conditions météorologiques type sur une année type. Donc, c'est la même approche qu'on pourrait avoir pour un calcul de PUE d'un data center, pour ceux qui connaissent. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que notre régulation, elle limite au maximum les consommations sur le site et privilégie un fonctionnement passif. Il faut savoir qu'on ne chauffe pas nos bâtiments d'élevage. Et dans un deuxième temps, ce simulateur, il nous a permis de voir il faut savoir que les insectes et frigorifique, elle s'élevait à 80 MW. Et en travaillant vraiment de pair avec Insect, nous avons remarqué que si nous mettions les insectes en hibernation, donc c'est-à-dire si on arrêtait de les nourrir tout simplement sur les 200 heures les plus chaudes de l'année, donc ça représente uniquement 2,5% du temps sur une année, on pouvait réduire cette production frigorifique et la diviser par 2. Voilà. Dans un deuxième temps, nous avons
avons une qui permet de recenser tous les puits. On a compris aussi le process insect dedans. Et donc, ce que vous voyez en vert, c'est la mer, c'est la zone de toute l'énergie qu'on peut récupérer sur le site. Et à la suite de ça, on a fait une étude, une recherche paramétrique pour deux récupérations de chaleur possibles. Donc, une première qui est vraiment très intéressante et qui récupère l'air chaud en sortie du sécheur des protéines pour réchauffer l'air en entrée, donc c'est le sécheur process, et une autre qui récupère l'air chaud des compresseurs pour le préchauffage de l'eau dans la chaufferie vapeur. Et dans un troisième temps, donc nous avons travaillé vraiment sur les bâtiments. Donc la volonté du client, ça a été d'aller plus loin dans la conception, et on a intégré une certification BREEAM sur tout le site. Donc qu'est-ce que c'est une certification BREEAM? C'est une démarche environnementale qui est reconnue. C'est d'intégrer tous les corps de dans cette réflexion, dans cette étude, et dans l'industrie. Et notre objectif de résultat, c'était d'atteindre le niveau Very Good, qui a été atteint avec succès. Alors, Rémi, donc, je vais prendre la parole. La partie efficacité énergétique donc, que Céline vient de présenter, c'est quelque chose d'assez transverse et de très structurant dans le projet. Là, je vais essayer d'illustrer le sujet qui a représenté pour nous le plus gros défi, c'est-à-dire l'ouvrage qui a été le plus complexe à définir. Il s'agit des bâtiments d'élevage. Comme Céline l'a indiqué, dans un bâtiment d'élevage, la quantité d'insectes stockés avec leurs apports thermiques sensibles et latents, ça représente une quantité de chaleur émise de l'ordre de 10 MW. Alors, je ne sais pas si sont différentes spécialités. C'est colossal, c'est pour ça que ces bâtiments se chauffent tout seuls. Et c'est un vrai défi de maintenir dans de tels bâtiments des conditions de vie optimales pour les insectes, compte tenu de leur dégagement de chaleur. Parce que ces conditions de vie optimales, elles imposent une température plus ou moins 2 degrés. Ça paraît pas extrêmement difficile à atteindre. Ça l'est. Il faut essayer de se représenter un peu comment sont constitués ces bâtiments. Ils font 100 mètres de long, 40 mètres de large et 40 mètres de haut. Pour faire simple, hein, ça c'est la boîte. Donc, vous avez un bâtiment de très grande taille, de très grande hauteur, dans lequel on va avoir besoin d'atteindre une température donnée en tout point. Et l'enjeu est important. Si on est 2 degrés au-dessus de la consigne, on va observer une mortalité élevée des insectes, donc une baisse du rendement de l'usine, hein, tout simplement, du rendement de production. Si la température est trop faible, les insectes vont hiberner. Donc, encore une fois, on va observer une baisse de rendement et donc le business plan repose sur les capacités de production de l'usine, bien évidemment. Et il faut bien imaginer la structure interne du bâtiment. Donc, les insectes sont stockés, vous savez peut-être pas à quoi ressemble un élevage d'insectes, hein. Ils sont stockés dans des bacs qui font 1,20 m par 2,40 m, donc des grands rectangles remplis de 40 kg de bestioles. Ces bacs sont empilés, donc on fait des piles d'une vingtaine de bacs. Et comme dans un entrepôt logistique, là, au lieu d'avoir des palettes avec des racks, eh ben, on a des piles de bacs remplis d'insectes sur plus de 30 mètres de haut. C'est particulier comme structure, c'est particulièrement complexe étant donné les apports de chaleur et la nécessité dans un si grand volume de refroidir à cœur chacune des dizaines de milliers de couches d'insectes qui fait quelques centimètres et qui sont réparties un peu partout dans le bâtiment. Donc là, on avait affaire à un ouvrage d'une forte complexité dans sa conception aérolique pour assurer un maintien de température viable, température et hygrométrie. Et tout ça, ça doit évidemment tenir dans un bâtiment qui possède ses propres contraintes structurelles. Donc ça fait de l'ingénierie et dans les projets multitechniques, c'est de devoir rechercher des compromis techniques parmi tout un tas de sujets qui sont parfois contradictoires.
Quelques-uns sont cités ici, alors je ne vais pas me permettre de rentrer dans un niveau de détail poussé. D'ailleurs, on a plusieurs problèmes de mise en page depuis le début. C'est assez dommage qu'on ait ce fond noir, là, vous verriez mieux les légendes, peu importe. Il faut comprendre que ces bâtiments, ils sont mixtes entre une conception béton et une conception en charpente métallique, parce qu'ils ont beau faire 4000 m² d'emprise au sol, il n'y a aucun poteau intermédiaire pour les supporter. Donc c'est un peu plus grand que des halls de maintenance d'avion, si c'est des choses qui vous parlent, ou des toitures de stade, c'est un peu le même ordre de grandeur. Il faut y inclure des réseaux aéroliques qui sont colossaux, on va les voir juste après, et il faut assurer une tenue au feu très importante. Alors, ça, c'est pas la chose à laquelle on pense spontanément, mais tout simplement, les insectes sont stockés dans des bacs en plastique. Donc, c'est un pouvoir combustible extrêmement important, vu les tonnes et tonnes de plastique qui sont stockées à l'intérieur. Donc, on a un risque incendie qui est en fait extrêmement élevé. Et ça, c'est pas particulièrement intuitif. Donc, on se retrouve avec une conception multitechnique qui était, on va dire, non attendue. Enfin, en tout cas, on savait que le défi était de taille et la solution n'était pas du tout intuitive. Et ça fait l'objet d'études diverses et itératives pour comparer les avantages et inconvénients de chacune des solutions apportées par chacune des spécialités, notamment avec ici une contrainte en cas d'incendie, que le bâtiment ne s'écroule pas en moins de 8 minutes pour permettre son évacuation. C'est des choses qui se démontrent par des modélisations par éléments finis avec des comportements élastiques. Une simulation peut durer plusieurs semaines. Donc, vous imaginez la difficulté de gérer une conception de cette difficulté dans un planning de réalisation d'usine qui est forcément très contraint, parce que le driver principal d'Insect, ce sont ces investisseurs, donc la nécessité de produire le plus rapidement possible. Ici, on a dépouillé sur cette image le bâtiment de son enveloppe et de sa structure pour voir les réseaux aéroliques intérieurs, parce que ça, c'est une première mondiale, ce type de ventilation, en tout cas la façon dont elle est conçue. De façon un peu schématique, il y a un réseau orange qui sert à apporter suffisamment. Ça, c'est un comportement aérolique qui est très particulier. La diffusion de l'air se fait à travers les gaines verticales que vous voyez là, donc toute cette forêt de traits à cette échelle, hein, qui sont des gaines d'1 mètre de diamètre, qui sont munis de micro-perforations. Et donc l'air, en passant à travers, se génère un vortex qui déplace particulièrement beaucoup d'air. Et donc, si vous voulez, en déplaçant, en soufflant 1 en débit, on déplace à peu près 15. Ce qui est très important pour assurer un brassage très fort de l'air à l'intérieur de la cellule d'élevage. Et ça, il a fallu qu'on démontre. Parce qu'il ne s'agit pas évidemment de simplement avoir quelques bonnes idées, parce qu'il y a beaucoup de comportements ici qui se font à des échelles différentes et qui sont assez contre-intuitifs. Donc on l'a démontré par CFD, donc Computational Flow Dynamics, donc ce sont des simulations thermiques et aéroliques par élément fini. Et là, le défi était encore assez sympa, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments donc avec les température est la même en tout point. Donc ça, c'est une modélisation qu'on a faite, que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on a appelé l'échelle macroscopique. Si on veut faire quelque chose de précis, en représentant les moindres supportages de piles, la géométrie des bacs, etc., la puissance que Amazon nous mettait à disposition pour faire les calculs était insuffisante. Donc il a fallu avoir une approche un peu plus intelligente en termes de modélisation, avec une échelle macroscopique un peu simplifiée, puis ensuite un zoom sur une échelle qu'on appelait mésoscopique, donc à échelle moyenne, où on va avoir une représentation détaillée de certains éléments dans lesquels on va aller pouvoir regarder la température au sein des couches d'insectes, donc vraiment dans le détail. Donc tout ça, c'est ne serait-ce que d'un point de vue simulation, rien que ça, c'était un challenge supplémentaire dans l'approche et dans la méthodologie qu'on a dû élaborer pour ce projet. Donc ça fait partie de toutes les particularités techniques qu'on a pu de tout détailler ici, en tout cas pour des ingénieurs, travailler sur ce type de projet où
à chaque journée, on se pose de nouvelles questions et à chaque journée, il faut découvrir des choses. C'est particulièrement intéressant parce que ça lie des aspects créatifs, des aspects de découverte en accompagnement avec notre client qui était lui particulièrement axé R. Et à ça, on a dû apporter une couche organisationnelle et assez pragmatique pour que leurs ambitions puissent devenir concrètes et puissent devenir réalité. Bon, encore une fois, on a une image qui est pas très jolie devant vous puisque on avait une animation pour ça. Chez Ingérop, en tout cas, le plaisir qu'on a à avoir travaillé sur ce projet, outre le défi technique, c'est d'abord, dans un premier temps, évidemment, pour le poisson d'élevage qui représente un volume de marché colossal, mais probablement, et ça vous l'avez peut-être suivi de différentes façons à travers les débats publics en France et en Europe, probablement pour l'agroalimentaire humain à assez court terme. Voilà, on a à peu près tout dit. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Donc, il y en a une de Théo, là, justement. Alors, très bonne question. C'est à titre personnel, quand on a répondu à ce projet, c'est la première chose que je suis allé dire à mon chef, qui est assis juste à côté de moi. Là, c'est génial en termes d'efficacité énergétique. Il faut absolument qu'on aille regarder ce qui est faisable. C'est pas si facile que ça. Pourquoi? Tout d'abord parce que les insectes sont maintenus à une température qui n'est pas élevée. Donc, on a énormément de mégawatts à récupérer à 25 degrés. Donc, avec de l'air à 25 degrés, on ne fait pas grand-chose. On pourrait chauffer l'ambiance des autres bâtiments du site en utilisant directement l'air des bâtiments d'élevage. On ne pourrait pas le faire avec des échangeurs intermédiaires. Si vous passiez par une boucle d'eau, vous avez une notion de pincement qui va vous diminuer les températures de récupération. Là, ça parle aux thermiciens d'entre vous. On va fortement perdre en efficacité. Si on utilise directement l'air de l'élevage pour d'autres bâtiments du site, parce que l'air, on ne va pas pouvoir l'amener sur des bâtiments à proximité, il va falloir rester sur le site pour des raisons simplement de réseau et de rentabilité économique. On va avoir affaire à une contrainte d'odeur et de taux de CO2. C'est pas sexy, mais c'est un élevage intensif. Donc, c'est un air qui est quand même assez pollué, et notamment qui est piloté sur sa concentration en CO2. Donc, on est sur des seuils qui ne sont pas du tout confortables pour une ambiance humaine. En revanche, donc, il y a une piste qui est particulièrement pertinente sur l'aspect thermique et sur l'aspect économique. Parce que quand on pense d'abord la conjonction des aspects socio-économiques et environnementaux, ce qu'il serait faisable, et alors là les attentes, on va dire, sont faites pour déployer l'usine en ce sens, même si pour le moment le projet n'est pas encore concrétisé, ce serait d'installer au plus près de l'usine un utilisateur qui aurait besoin de cette chaleur, et typiquement des utilisateurs qui ont besoin d'air chaud assez chargé en humidité et en CO2, ce sont les serristes. Donc une serre qui produit des tomates, typiquement. On peut imaginer d'autres fruits et légumes, c'est pas tout à fait le sujet. Ça, c'est particulièrement malin parce qu'on a une quantité de chaleur qui permet une production assez importante, qui est très favorable, et ça s'inscrit toujours dans une filière agroalimentaire qui pourrait un peu s'auto-entretenir. Issu de l'activité économique du serriste, qui pourrait être transformé en partie en matière première à destination de l'usine d'insectes. Donc ça, c'est particulièrement vertueux, et c'est la meilleure voie de réutilisation de la chaleur qui est envisagée. Pourquoi ça n'est pas fait tout de suite maintenant? Simplement parce que, on l'a dit, Insect est une start-up avec de très grandes ambitions. Donc commençons par faire le plus dur et maîtriser le process, mais ce genre de projet va voir le jour à moyen terme. Merci Rémi, merci Céline. Nous en avons terminé. Je voudrais juste ajouter une chose pour les jeunes ingénieurs que vous êtes. Vous allez devoir intégrer, après votre diplôme, des sociétés telles qu'Ingérop. Des projets comme celui-ci, il n'y en a pas tous les jours. Ce sont des projets exceptionnels, des projets
qui arrive peut-être une fois, deux fois dans une carrière. C'est une belle aventure humaine. Nous étions jusqu'à 80 personnes à travailler sur le projet. Dans tous les corps d'état technique, c'est vraiment pluridisciplinaire. Ça a été un sujet qui a connu une fin très remarquable, puisque nous avons gagné le Grand Prix national de l'ingénierie délivré par Syntec Ingénierie cette année, en 2020. Et en revanche, il y a eu aussi des moments plus difficiles, que ce soit dans la conception ou bien dans la vie et la relation avec notre client. Sachez que c'était une très belle aventure humaine et j'espère que vous aurez l'occasion de la vivre au travers de vos prochaines carrières. Voilà. Écoutez, au revoir. À bientôt. Au revoir. Jean-Christophe nous demande de remettre un petit coup de caméra. Oui, tac. On va essayer, de mettre un peu de caméra. Voilà. Voilà, et donc vous avez tous rendez-vous cet après-midi pour d'autres échanges sur d'autres projets qui ont été lauréats du Grand Prix. Donc il me semble qu'il y a un projet très bâtiment en rénovation énergétique d'un lycée qui est très intéressant, et une déconstruction d'usine qui est aussi un gros challenge industriel et organisationnel. Oui, une déconstruction d'usine à Dunkerque qui a été réalisée par nos collègues de Nord-Est d'Ingéra. Merci, au revoir. Merci à tous, bonne appétit.